Dubaï face à la guerre, est-ce la fin du rêve pour l'Émirat? Pilonné tous les jours par les missiles et les drones iraniens, Dubaï paye déjà un lourd tribut économique. Les expatriés et les entreprises basées sur place se demandent chaque jour s'il faut rester ou partir. Reportage de nos envoyés spéciaux, Nicolas Bertrand, Fabien Fougère. Il est plus de 23 heures, Pierre-Henri Duffier ne trouve pas le sommeil. Plusieurs avions de chasse viennent de passer au-dessus de son immeuble. Lui qui avait choisi il y a 3 ans de s'installer à Dubaï pour la sécurité entre autres, est très inquiet par tout ce qu'il voit ces derniers jours. J'ai pris des photos alors. Vous voyez une attaque qui a été interceptée et donc une explosion a eu lieu avec la fumée. Et ça c'est clairement de mon téléphone à vue d'œil. Donc c'est ce qui fait peur et ce qui donne le stress au quotidien. Ça fait tellement de bruit. Jamais j'aurais pensé qu'on puisse être attaqué ici. Dans son immeuble, il ne reste plus que 5% des occupants. Tous les autres, des expatriés, sont partis. Pierre-Henri a décidé de rester pour le moment et vit au jour le jour. Cet expert en gastronomie qui a monté sa boîte ici ne veut pas lâcher son projet professionnel. La banlieue sud, bastion du Hezbollah. Depuis le milieu de semaine, je recommence à sortir un petit peu, à aller voir mes clients, mais avec la peur et le stress aussi. Ça a un impact psychologique. Et c'est ça, je pense, aujourd'hui le plus difficile. C'est-à-dire, moi, je me sens en sécurité, je me dis, je suis protégé par les Émirats, mais psychologiquement, c'est dur. Rester ou partir? Les 60 000 résidents français de Dubaï se sont probablement posé la question, même brièvement, quand la guerre est arrivée ici. Toi, t'as fini tes devoirs ou pas? Martin Tronqui et sa famille ont décidé de rester, eux aussi, malgré les explosions qui ont fait trembler leur maison. Cela fait 11 ans qu'ils vivent à Dubaï et ils s'estiment chanceux. On n'est pas les plus à plaindre. Je pense que les gens qui sont au Liban, en Israël ou en Iran, ils subissent plus que nous. Nous, la vie est assez normale. On a des alertes sur nos téléphones quand il y a des risques. Là, on se met à l'abri et puis 20 minutes plus tard, ils nous disent que c'est bon et on ressort. On essaie de faire attention, on essaie de se dire on ne va pas traverser la ville pour faire quelque chose qu'on aurait fait avant. Là, on essaie de rester pas trop loin de chez soi pour pouvoir se mettre à l'abri relativement rapidement. Leurs enfants ont été mis en vacances anticipées par les autorités. Les écoles sont fermées depuis une semaine déjà. Pour Sabrina Tronqui, cette guerre laissera des traces. Dubaï risque de perdre un peu de son pouvoir d'attraction. Je pense que c'est une nouvelle crise pour Dubaï, c'est sûr. Je pense qu'il y aura beaucoup moins d'arrivées que ce qu'ils avaient prévu ces prochaines années. Les gens vont peut-être pas aussi facilement déménager à Dubaï comme ils le faisaient auparavant. Cependant, ils ont montré quand même leur résilience face aux attaques. Et il y a eu très peu de morts, il y a eu très peu de blessés. Lui, il doit tout à Dubaï. Marcus Lawrence est né à Roubaix. Après une école de commerce, il a finalement atterri ici, où son entreprise de création de sites web a cartonné. Mais aujourd'hui, c'est l'incertitude. C'est un sentiment vraiment bizarre parce qu'on s'y attendait pas. Ici, on est vraiment connu, c'est une ville qui est connue pour la sécurité. Et c'est vrai qu'on a tous été pris quand même à contre-pied, on va dire. Marcus fait aussi des vidéos pour parler des applications qu'il développe et pour raconter sa vie à Dubaï. Je viens dormir, pas réveillé par les alarmes ce matin. Il est suivi par 300 000 personnes sur YouTube. Mais il n'a pas souhaité parler de la guerre sur les réseaux sociaux, comme d'autres influenceurs l'ont fait. C'est vrai que j'y ai pas pensé, pour être transparent, parce que c'est vrai que j'aurais pu en faire une, mais sur le moment, tu penses plus à ta vie. Tu penses à ta vie, te dire quand est-ce que je vais pouvoir fuir le pays, quand est-ce que la bombe se rapproche de moi, que c'est vrai, on va faire une vidéo. Quand on voit ce genre de choses, déjà la première pensée, c'est pour tous les gens qui ont déjà vécu ça dans leur vie, on se dit ah, en fait c'est ça ce sentiment, le fait d'ouvrir la fenêtre, t'entends boum, tu te dis mais en fait ça se rapproche de plus en plus. Le trentenaire a décidé de rester à Dubaï malgré les risques. Ses deux frères, qui l'avaient rejoint aux Émirats, vont rentrer à Paris dès qu'ils trouvent un vol, avec l'espoir de revenir dès que la paix sera restaurée au Moyen-Orient. C'est vrai que ces dernières années, Dubaï est devenue la cité des rêves pour des millions d'expatriés, souvent très riches, venant du monde entier. Mais depuis 13 jours, c'est sûr aussi que l'image de l'Émirat est fragilisée. Les touristes fuient la ville, les hôtels et les centres commerciaux sont désertés. Alors, quelles conséquences sur le long terme pour l'Émirat? Si Dubaï ne vend plus du rêve, est-ce la fin d'un modèle qui a rayonné ces dernières années? Nicolas Bertrand, Fabien Fougère.
Comme tous les soirs, le spectacle est époustouflant. Au pied de la plus haute tour du monde, Dubaï brille de mille feux. Ce qui a changé, c'est que les spectateurs sont partis. En temps normal, 50 000 personnes se pressent ici chaque jour. Ils sont quelques centaines ce soir. Stéphanie Neuer est française et travaille dans le tourisme. Pour les prochaines semaines, 100% de ses clients ont annulé ou reporté leur voyage. Ici, aux Émirats, le flux touristique est directement lié à l'aérien. S'il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de touristes. C'est très clair. Donc l'impact est très, très fort. Ça peut reprendre très rapidement et de manière extrêmement positive. La question est la durée de la situation de crise. Juste à côté, la file d'attente pour monter dans Burj Khalifa, la plus haute tour du monde, est déserte. Personne ne semble s'y risquer vu la situation. Car depuis bientôt 2 semaines, il y a des menaces potentielles de missiles. La guerre s'est invitée dans le ciel de Dubaï. Plus de 1700 drones et missiles ont été tirés depuis l'Iran vers les Émirats arabes unis. La quasi-totalité a été interceptée, mais certains drones ont touché des bâtiments, des hôtels célèbres et même l'aéroport. Il y a eu 6 morts et une centaine de blessés sur les 7 Émirats, 1 mort à Dubaï. Les vacanciers ont pris la fuite comme ils pouvaient. Résultat, des plages désertes. Les baigneurs sont partis. La grande roue, symbole de la ville, est fermée. Les marchands sont désœuvrés. Et c'est la même chose dans les centres commerciaux, particulièrement les boutiques de luxe et toutes les installations XXL qui faisaient le bonheur des visiteurs. Nous nous rendons dans un hôtel sur la célèbre palme de Dubaï. Nous nous faisons passer pour des touristes en quête de bonnes affaires. Nous avons vu que vous avez de bons tarifs pour le moment, alors on voulait vérifier. Est-ce que ces tarifs, c'est à cause des événements ou bien... Oui, normalement, c'est plus de 250 € la nuit. Donc c'est 3 fois moins cher? Plus ou moins, oui. 89 € pour une nuit ici, c'est du jamais vu. Tous ces hôtels sont presque vides, parfois moins de 5% d'occupation, alors ils cassent les prix. Et à Dubaï, quand les touristes disparaissent, c'est toute l'économie de la ville qui vacille. L'immobilier est touché aussi. Cette agence est la plus importante pour le marché francophone. Créée en 2020, elle compte 35 collaborateurs. Mais depuis le début de la guerre, les locations sont au point mort et une dizaine de clients ont aussi annulé des achats de biens. La guerre et ses incertitudes plombent le marché. Ça, c'est indéniable que le marché est impacté à court terme. On comprend que l'immobilier, c'est aussi des cycles. On a eu différentes crises à Dubaï en 2008, 2014, en 2020 avec la crise Covid. Les prix sont partis. Il ne faudrait pas que ça dure encore 6 mois. C'est sûr que ça deviendrait très problématique. L'agence reçoit aussi de nombreux appels ces derniers jours d'investisseurs privés en Europe. Bonjour Léo. Bonjour Damien, comment allez-vous? À l'affût pour savoir si la guerre n'a pas fait baisser les prix de l'immobilier. Certains vont avoir peur et peut-être se dire « Ok, moi je vais peut-être changer d'objectif et revendre mon appartement ». Et moi je crois que je fais partie plutôt du volet opportuniste aussi. La guerre ne fait pourtant pas les affaires de Dubaï. Selon plusieurs estimations, la crise coûterait chaque jour entre 50 et 100 millions de dollars à l'économie de l'Émirat. Pour limiter cet impact économique, Dubaï tente de contrôler strictement son image. Il est par exemple interdit de diffuser des vidéos des attaques. 20 personnes ont déjà été inculpées pour cela. L'objectif, c'est de ne pas effrayer les investisseurs sur qui tout repose ici et de conserver cette image de paradis des affaires. Voilà pour l'image de Dubaï. Dubaï se relèvera-t-elle de la guerre? C'est vrai, quand on pense à Dubaï, on a l'image de cette forêt de buildings qu'on vient de voir, de voitures de luxe et de bonne santé économique. Mais saviez-vous qu'il y a 50 ans, Dubaï était un désert? Paul-Luc Monnier, Cédric Sénéchal et Sylvain Ripaud nous racontent comment cette ville futuriste est sortie des sables. Aujourd'hui, Dubaï, c'est ça. Des tours partout, près de 4 millions d'habitants. Rien à voir avec ça.
1971, l'ORTF découvre une petite ville au milieu du désert. Dubaï, 60 000 habitants et une température à ne pas mettre un chameau dehors. 45 degrés à l'ombre. Dubaï, c'est un port de commerce. Dans l'émirat d'alors, on vend de l'or et un peu d'or noir. Du pétrole, présent à Dubaï en faible quantité, assez pour faire décoller l'émirat. Dubaï avait des ressources pétrolières, mais elles ont été épuisées dans les années 70. Et donc, de manière tout à fait précoce, cet émirat s'est lancé dans ce qu'on appelle aujourd'hui la diversification de l'économie. Se diversifier, cela veut dire miser sur le tourisme, l'économie des loisirs. 1980, le 20h d'Antenne 2 découvre la patinoire de Dubaï. Il faut convenir que la tenue nationale, si saillante en temps ordinaire, n'est pas faite pour le patinage artistique. Et pourtant, quelle merveilleuse opportunité que de pouvoir patiner quand il fait 50 degrés à l'ombre, 8 mois par an. Pour séduire les visiteurs, Dubaï sort le grand jeu. Une compagnie aérienne, Emirates, en 1985. Et l'émir se met à construire. 2004, artificialisation en mer, avec ses îlots pour la jet set. Bétonisation sur terre. 2006, toujours plus haut, toujours plus fou, pour conquérir aussi les investisseurs, les entreprises, notamment françaises. L'émirat, grand comme un département français, n'est qu'un immense chantier. Les bâtiments sortent de terre à une vitesse hallucinante. La particularité de Dubaï, c'est d'avoir une vision et d'être unique, et donc d'avoir 20 ans d'avance sur tous les autres. Pour saisir cette métamorphose, regardons les images satellites. Voici Dubaï en 1984. 2004, la ville grignote déjà la mer et le désert. 2024, le triomphe du béton. Une oasis à la fiscalité avantageuse, pas d'impôt sur le revenu, peu d'impôt sur les sociétés. Alors la guerre signe-t-elle la fin du modèle Dubaï? Pas forcément, selon les experts. Ils en ont connu d'autres, ils ont connu la crise financière, notamment il y a quelques années. Donc c'est des pays où les cycles économiques sont aussi beaucoup plus rapides qu'en Europe. Donc voilà, si la situation ne s'enlise pas trop et que ça ne dure pas trop longtemps, ils devraient rebondir. Dubaï, capitale financière mondiale, affronte sans doute la plus grave crise de son histoire. Et puis, il y a ce sujet qui agite les réseaux sociaux ces derniers jours. Certains expatriés, dont des influenceurs installés à Dubaï, pressés de fuir la guerre, ont-ils abandonné leurs chiens et leurs chats sur place? Des associations de protection des animaux ont lancé l'alerte. Johan Rolla, Mathieu Picaretta. Ce sont des vidéos de plus en plus nombreuses sur les réseaux sociaux. Des chiens, des chiots, filmés sur des terrains vagues ou en plein désert, que des maîtres un peu trop pressés de quitter Dubaï auraient abandonné. Une chatte et ses 4 chatons retrouvés dans une caisse de transport sur un pas de porte, avec ce mot d'excuse de la propriétaire qui dit devoir rentrer dans son pays. Ou même ce lapin domestique laissé dans son abri sur une plate-bande, avec son sac de nourriture à moitié vide. Les associations se disent débordées, et ces abandons en série suscitent une indignation planétaire, dont certains influenceurs font même les frais. Aux premières frappes sur Dubaï, Madi Boursiaga, 2,7 millions d'abonnés sur Instagram, a décidé de quitter Dubaï pour se réfugier quelques jours sur l'île Maurice, avec sa famille, mais sans sa chienne Maya. Une initiative qui lui a valu quelques commentaires très incendiaires. Un chien, lui, ne quitterait jamais son humain pour sauver sa peau. L'influenceuse a donc dû poster cette vidéo de sa chienne pour rassurer sa communauté et se défendre d'avoir voulu l'abandonner. On n'a pas pu la prendre avec nous, mais elle va très bien. Elle est restée avec Nala, la chienne de nos amis, et les nannies qui s'occupent justement de les sortir. Certains Français restés sur place comme cet entrepreneur appellent à la solidarité. Contactez-moi en message privé, je récupère les animaux. Il a été choqué par certaines scènes. J'ai vu beaucoup de chiens abandonnés à la frontière d'Oman. Dès le début des événements, les gens partaient, je ne sais pas, peut-être de panique, ne se rendaient pas compte des démarches qu'il fallait faire avant pour pouvoir prendre leur chien ou leur chat avec eux. Et du coup, quand ils arrivaient à l'aéroport, ils ne pouvaient pas repartir avec leurs animaux, ils les laissaient à la frontière. Face à cette situation, la France vient de lever ses restrictions sanitaires pour permettre à ses ressortissants de tous les pays touchés
de rentrer sans encombre avec leurs animaux domestiques.